Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc congolais principal de devises étrangères? La parité franc congolais principal de devises étrangères à l'indicatif se présente de la manière suivante. $1 américain vaut 2858,2011 francs congolais. 1 euro équivaut à 2995,5636 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,5667 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 153,4495 francs congolais. Au marché parallèle, $1 américain équivaut à 2860 francs congolais, 1 euro vaut 2867 francs congolais et 1 franc CFA égale à 4,2 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Eric, voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre n'a pas bougé, elle coûte toujours $9532,10 américains comme la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré une légère hausse. Il coûte $24 200 américains contre $22 américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de $2918 américains contre $2912,76 américains il y a une semaine. Le baril du pétrole revient à $66,42 américains contre $68,58 américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de $8225 américains contre $8675 américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. La République démocratique du Congo traverse une période critique marquée par l'instabilité dans l'est du pays et l'exploitation abusive de ses ressources. Pour apporter des réponses structurelles à ces défis, l'ODEP, Observatoire de la dépense publique, propose l'organisation d'une conférence nationale sur la reconstruction. Pourquoi cette conférence? Jeudi Économie reçoit justement pour vous le président du conseil d'administration de l'ODEP, M. Florimond Mouteba. Bonjour. Bonjour Eric. Pourquoi une conférence dans le contexte actuel? Bien. D'abord, la conférence, c'est pas la première fois que nous la faisons au Congo. En 97-98, le président Kabila m'avait à l'époque demandé, avec les ministres de la reconstruction de l'époque, ce type de conférence. Nous avons fait ça dans tout le pays. Nous avons réuni plus de 40 000 personnes. C'est à la fin, quand il fallait maintenant faire la synthèse, que la politique s'est invitée. Et bon, il y a des amis katangais qui sont allés dire au président: ah oui, mais Mouteba et Mbaya sont des Kassaïens, ils font ça en complicité avec leur frère Tshisekedi, etc. Alors que moi, l'UDPS est une organisation, même quand j'avais 30 ans, quand ils sont créés, je ne me suis jamais approché d'eux parce que je connaissais l'origine de l'UDPS. Et la conférence n'a pas pu se faire au niveau national. Mais au niveau provincial, il y a eu un grand travail qui a été fait. La population est venue nombreuse dans les collectivités locales, dans les territoires, provinces. Et c'est la synthèse nationale qui avait raté. Alors, pourquoi? Parce que je me souviens de l'expérience et je me dis que après 6 ans de pouvoir par le président Tshisekedi, il était temps de faire un état des lieux. Un vrai état des lieux construit de manière rationnelle, scientifique, etc. Pour faire le bilan de notre évolution jusqu'aujourd'hui. C'est 64 ans quand même. Bientôt 65. Et cette conférence ne peut pas être la conférence d'une élite. Comme on a vu avec cette histoire de la conférence de l'OUA, la conférence avec la Senko, qui nous ont donné Tchibala, et ça a donné quoi, cette conférence de l'élite? Alors nous disons, nous, s'il faut une conférence nationale, s'il faut un dialogue intercongolais, un dialogue national intercongolais, eh bien nous devons le faire, nous tous Congolais, tous nous devons être impliqués. Papa Étienne parlait du peuple d'abord.
Ça veut dire la participation populaire au développement. Sa participation populaire à l'élaboration des politiques publiques. N'est-ce pas? Intégrer la population. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons tout dire. Si nous arrivons à mobiliser notre population, et pour le développement, même quand Moussé Kabila disait la guerre va être populaire, il pensait à qui? Au peuple. Quelles sont les conditions pour organiser ces assises? Il y a des conditions pour que ces assises soient organisées? Ces assises d'abord doivent être, comme à l'époque de Moussé, acceptées par ceux qui dirigent. Ils doivent accepter cela. Parce que les dialogues comme celui que proposent par exemple nos églises, c'est les Badibanga et les Tchibala, quoi, les genres. On va déboucher là-dessus. On va prendre quelqu'un qui peut-être n'a jamais été au gouvernement et puis on le met Premier ministre. Non, mais c'est pour un pacte social et le vivre ensemble, le bien vivre ensemble. C'est pacte vide, je vous dis. Le pacte est vide comment? Parce qu'on va essayer de mettre tout le monde autour de la table. Non, j'ai été invité, comme beaucoup de membres de la société civile, à la Cinco. Nous sommes allés, nous avons écouté l'abbé Chollet, et nous avons écouté de l'église protestante. Qu'est-ce qu'il propose? Vous voyez. Mais il faut d'abord apaiser les cœurs avant d'aller vers le développement, monsieur. Maintenant, les cœurs, vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est là où moi, nous ne sommes pas d'accord. Le préalable, c'est d'abord chasser l'ennemi. Elle ne se fera pas avec l'ennemi. On chasse l'ennemi après... Tout de suite après, on fait la conférence. Toute guerre se termine par un dialogue avec l'ennemi. Bon, mais écoute, j'avoue que moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, je suis dans la logique qu'il faut chasser l'ennemi. Maintenant, s'il faut faire un dialogue avec l'ennemi, bon, qu'il fasse. Qu'il fasse, ça ne sera pas associé au processus de Nairobi. Ça, pour vous, ça ne sert à rien. Ou pour certains qui pensent qu'il faut les dialogues. Donc, il faut absolument dialoguer avec les Rwandais. Moi, je considère qu'il faut les chasser. Le Rwanda est protagoniste à la crise dans les Grands Lacs. Il ne faut pas ignorer cet acteur. Mais moi, je découragerai toujours ces dialogues. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur les dialogues avec les Rwandais. Qui va financer cette conférence? Qui va l'organiser? L'État congolais. Comme à l'époque des musées, c'est l'État congolais avec la communauté internationale. La conférence était soutenue par tous les pays occidentaux à l'époque. Ils soutenaient la conférence. Ils ont donné des moyens. L'ambassade des États-Unis était très impliquée dans cette conférence. Il était partout où l'on organise la conférence. Et donc, c'est un moment de vérité. C'est un moment de dialogue entre nous. Où nous disons, mais nous sommes quand même un peuple, une nation. 64 après. Tozawapi. On est à quel niveau? Aujourd'hui, la misère est terrible partout. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter un village congolais en décembre dernier. J'étais en vacances à Zongo, au barrage, parce que j'étais curieux de voir ce que c'est, ces barrages. Je suis allé, mais j'ai fait 78 km entre la route qui va au Bas-Congo et le barrage. Et je vous assure, c'est une misère indescriptible. Déjà, quand vous prenez même la route ici pour arriver à Kisantu, par exemple, mais voyez, les gens sont toujours dans ces cases de 1 mètre sur 2. La misère, elle vous frappe aux yeux. Donc cette conférence doit permettre de pouvoir permettre de redessiner ce que doit être le Congo de demain, sur tous les plans. Parce que quand vous regardez le TDR, là-bas, nous n'abordons pas que la question de la paix, comme les fameux pactes. Nous abordons tout, dans tous les secteurs. L'économique, sociale, vous avez les infrastructures, vous avez l'économie générale, vous avez l'agriculture, la santé, l'éducation, vous avez même des solutions sur comment on va financer le développement. 25 thèmes qui vont être abordés à la conférence sur la Constitution. C'est comme une conférence nationale souveraine, comme en 1990, 92. Ouais, pratiquement, oui, mais sauf que ici, elle ne va pas aborder la question de partage du pouvoir, sauf si on veut l'introduire. Mais pour l'instant, nous avons proposé la partie technique, les questions culturelles, les églises, les religions, tout est abordé. Parce qu'en fait, cette guerre, c'est le résultat d'une très très mauvaise gouvernance. C'est pas à moi qu'on va les raconter, parce que je n'ai fait que dénoncer ça. Depuis Kabila jusqu'avec lui, je n'ai fait que dénoncer ça. Tous les scandales avec les forages et tout ça, c'est l'ODEP qui a dénoncé. Donc cette guerre, la cause, c'est la mauvaise gouvernance. Mais prenez les 80 millions qui ont été détournés. Cet argent pouvait aller à l'effort de guerre. Aujourd'hui, on nous voit que le gouvernement a mobilisé, c'est les salaires. Félix n'en parlons pas, parce que lui, il ne connaît même pas son salaire. Alors voilà le degré de la mauvaise gouvernance. Vous ne savez même pas, vous dirigez un peuple, mais vous ne savez pas combien vous touchez. Donc, c'est pour dire, ici, le gouvernement fait un don à l'armée, vous imaginez ça.
Le gouvernement fait un don à son armée. Mais l'armée a droit à des milliards. Les milliards qu'on a donnés, 3 milliards 800 millions, sont passés où? Normalement, ces gens qui ont géré cet argent devaient passer devant les conseils de guerre. Je ne cite pas les noms parce qu'on va dire que j'ai parlé de tous ceux qui ont été dans la chaîne de la dépense là, de ces 3 milliards 800 millions. Ils doivent être traduits devant le conseil de guerre. C'est des gens qu'il faut condamner à mort. Vous avez déjà parlé des préalables pour aller à cette conférence. Alors, comment va se dérouler cette conférence concrètement? Quelles sont les thématiques qui seront discutées au cours de cette conférence? Vous voyez, cette conférence, étant donné que c'est vraiment une conférence d'état des lieux, mais alors tout, état des lieux dans tous les domaines, y compris dans les conflits que nous avons. Tout ça est d'abord, il y a 25 thèmes à peu près. Comment ça va se dérouler? Les TDR de la conférence vont bien sûr être distribués partout. Nous allons commencer par les 145 territoires. Si au niveau des territoires, ils pensent qu'ils doivent intégrer les collectivités locales, oui, pourquoi pas. Donc ça peut commencer par les collectivités et déboucher sur les conférences de synthèse territoriale. Et dans cette conférence territoriale, tous les thèmes qui concernent le développement, n'est-ce pas, seront abordés. Tout, l'électrification, l'eau, tout ça va être abordé. Pourquoi 64 ans après, il n'y a pas toujours un réseau électrique ou de distribution de l'eau qui touche les taux d'électrification? Aujourd'hui, chez nous, nous étions dernièrement avec les gens de la SNEL, c'est 10%. Mais 10%, cela ne veut pas dire qu'il y a de l'électricité à Demba. C'est vrai que peut-être qu'à l'époque, le maréchal Mobutu n'avait pas fait les meilleurs choix. Peut-être qu'avec des barrages des micro-barrages. Voilà, des micro-barrages, on aurait résolu les problèmes. Mais on est toujours dans les choix. Nous sommes toujours dans les choix de quelle politique économique. Depuis Mobutu jusqu'ici, ça a toujours été comme ça. Mobutu, peut-être, il y a quelques bonnes choses qu'il a pu laisser quand même. Même si c'était un mauvais choix, le barrage d'Inga n'est pas une mauvaise chose, c'est bien. Mais au moment où on l'a mis en place, nous étions à peine peut-être 20 000 ou 25 000 habitants. Ensuite, les tissus industriels du Congo étaient très très faibles et on avait une capacité de loin supérieure à notre consommation. Après, on a dû trouver des formules et tout ça, mais c'est encore une fois des mauvais choix de politique économique à l'époque. Mais ces mauvais choix, Mobutu avait parfois le courage de les faire, mais ici, actuellement, nous ne voyons pas un choix de politique économique courageux qui a été fait pour transformer le Congo. Mais professeur, il existe le PNSD, Programme national stratégique pour le développement. Maintenant, il a été finalement... il est fini. Mais il est en cours d'élaboration. Mais il existe déjà. C'est déjà... rire. Oui. Vous savez, avec vous, on a abordé la question du PNSD combien de fois? Ça sera pour le cadre budgétaire moyen terme 2026, 27 et 28. Vous voyez, pourtant, le plan est terminé depuis 2023. Et donc, ce sont toutes ces choses-là que nous allons examiner pour dire, mais comment on a pu négliger autant une boussole? Nous ne sommes pas d'autres, nous, 5 millions de Congolais, pas de boussole. On navigue à vue. Vous voyez, à cause de qui? Tout ça, c'est la mauvaise gouvernance. Vous n'êtes pas capable de planifier. Le pouvoir planifie, organise, n'est-ce pas? Commande, fait exécuter et contrôle. C'est ça. Mais vous n'avez même pas de planification. Je ne vais pas citer, mais beaucoup d'acteurs devraient avoir le courage, s'ils aiment le Congo, de démissionner, de partir faire autre chose dans leur vie. Dans ces thèmes, il y a l'implication de la guerre dans l'économie congolaise. Et on sait que la guerre à l'Est est essentiellement économique. Ouais. Est-ce que vous avez prévu un chapitre pour que des solutions concrètes soient trouvées par rapport à cette question? Absolument. C'est-à-dire que la conception que nous avons même d'ailleurs de la conférence, c'est qu'elle sera, sa préparation se fera même en ligne avec tous nos frères qui sont aux États-Unis, en Europe et autres. Ils seront connectés à l'époque, on ne l'a fait pas en ligne, mais directement, donc physiquement. Il y a eu des conférences en Europe aussi qui ont contribué à la conférence nationale sur la construction. Ici, nous avons la chance d'avoir une grande évolution dans le numérique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la commission, par exemple, sur l'éducation, elle va travailler aussi en ligne avec des contributions qui viendront de l'extérieur. Donc vraiment, ça sera... Et les villages, et New York, Paris, Londres, Rome, seront connectés à la conférence sur la construction. Et donc c'est vraiment un moment pour nous de repenser globalement ensemble. Vous savez, vous vous rappelez que quand la colonisation était là, le projet éducatif colonial, c'était de former des Congolais qui allaient être des auxiliaires, n'est-ce pas, pour soutenir l'œuvre coloniale, pour soutenir l'exploitation et les vols qui étaient organisés légalement, selon la loi belge. Donc vous aviez des militaires.
Vous voyez comment après ils se sont comportés? Ils étaient au service des Belges. Des gens comme le maréchal Mobutu, qui était à l'époque caporal et d'autres, ils étaient formatés pour être au service du colon et de la prospérité de la Belgique. Mais est-ce qu'après l'indépendance, Dieu merci, il y a eu quand même Mabeka Kalala qui nous a dit remise en question. Mais qui a remis quoi en question? Personne. Rappelez-vous que même la corruption ici est entrée comment? À la table ronde, le gouvernement belge a sorti plus de 7 millions de dollars pour distribuer, je ne vais pas les citer, mais avec en tête le maréchal, pour d'abord commencer par tuer Lumumba, qui était un dérangement, parce que Lumumba parlait à peu près comme moi. Le Congo d'abord. Mais est-ce qu'on peut accuser les Congolais de l'époque parce que Lumumba a fait les frais de la guerre froide? Mais la guerre froide, à l'époque, c'était quoi? C'était de dire, non, il ne faut pas que Lumumba s'imprègne des idées communistes. C'était un nationaliste, un vrai. Hein. À l'époque, pour tomber dans le communisme, ce n'était pas difficile. Hein, parce qu'on s'est dit, non. La guerre ici, c'est la guerre contre l'impérialisme. La colonisation, c'était l'impérialisme. Aujourd'hui, l'impérialisme veut changer de forme. Allez, nous nationalistes, stoppons ça. C'est dans ça qu'on a trouvé Lumumba. Et l'expression la plus forte, c'était Pierre Moulélé. Parce que lui, il a pris les armes. Moulélé, c'était un maoïste. Et donc, du coup, on les a pris pour vraiment des ennemis. Maintenant, vous ne pouvez pas penser qu'avec l'impérialisme, qui est en train de soutenir le Rwanda. Ils font semblant aujourd'hui avec des déclarations, etc. L'impérialisme est derrière le Rwanda, n'est-ce pas? Vous avez vu qu'ils l'impérialisme derrière l'exploitation abusive des richesses. Ils sont allés jusqu'à signer des accords pour que le Rwanda puisse commencer à leur fournir des matières premières qu'ils n'avaient pas, que le Rwanda ne produit pas. Mais pourquoi la RDC, qui est au courant de cette réalité, n'a pas fourni des efforts pour récupérer la situation? C'est la volonté politique d'abord. Lorsque moi je propose que nous fassions ces dialogues intercongolais depuis janvier 2024, on m'a écouté. Est-ce qu'on m'a écouté? Pourtant le document est allé partout. Moi j'ai envoyé ces documents à un des directeurs adjoints du chef de l'État, je lui ai envoyé. J'ai envoyé à tout le monde. Est-ce qu'ils ont réagi? Ils n'ont pas réagi. Et c'est quoi la solution pour mettre fin à l'exploitation abusive de nos ressources? Mais c'est de chasser ces ennemis-là. Chasser ces ennemis-là. Qu'est-ce que nous faisons? Mais ils ont leur parrain en Occident. Mais voilà, c'est ça le problème. C'est là où nous, progressistes, lumumbistes, nous disons que le vrai combat, c'est le combat contre l'impérialisme. Le combat que mène aujourd'hui Ibrahim Traoré, Guetta, Ousmane Sonko et son parti sont en train de mener au Sénégal. C'est ce combat-là. C'est quoi? Chasser les Occidentaux aussi? Non, diminuer le plus possible leur nuisance. Je vous donne un exemple. Le président va en Grande-Bretagne. Il est invité par un journal. Entre autres, sa présence, c'est quoi? C'est d'aller chercher à peu près 30 ou 40 millions de dollars auprès des investisseurs britanniques pour faire l'usine de fabrication de batteries électriques au Katanga. Dites-moi un peu. Lorsque on nous détourne 80 millions par quelques individus, nous manquons 40 millions de dollars. Vous voyez ça? Est-ce que vous trouvez qu'il y a la volonté, lorsque un président a par exemple un budget de 300 millions, d'abord pourquoi 300 millions? Et puis à la fin, ça se termine en 500 avec des dépassements budgétaires. Même parfois, il peut arriver à 600 millions. Vous voyez, quel gaspillage. Donc les moyens de nous prendre en charge existent. Mais ces moyens sont dilapidés, pillés, détournés par ceux-là même qui devaient être nos encadreurs. C'est vous dire qu'il n'y a pas de volonté. Oui, mais cette conférence... La volonté pour chasser les Occidentaux. Il faut faire être quoi? dans le dirigeant. Ils n'ont pas ça. Il y a mille et un moyens aussi. Nous pouvons aussi les piéger de mille et une manières. Mais ça doit être... On doit avoir comme une sorte d'un comité de crise comme ça, permanent, presque clandestin, qui, aux côtés du président, est en train de penser tout le temps comment faire pour sortir de cette domination de cette manière. Comment faire? Mais là-bas, à la présidence, on ne réfléchit pas. Notre problème, c'est d'abord notre propre gouvernance. La responsabilité, d'abord, celle de nos dirigeants. Si on doit mettre fin à l'exploitation abusive des ressources à l'est du pays, on doit faire quoi? Mais moi, je dis, on va dire que je suis un vote en guerre. Moi, je dis qu'il faut changer la forme de la guerre et faire une véritable guerre invisible, basée sur une adhésion de la population populaire. Comme disait Mzé, la guerre sera longue et populaire. Mais pour mettre fin à l'exploitation illégale, il faudrait discuter avec les multinationales. Non. Vous savez, nous pouvons faire une grève de matières premières. Alors que c'est 70% du budget de l'État. Mais parce que depuis 64 ans,
On n'a jamais mené une politique, par exemple, agricole conséquente. Le Congo peut se développer qu'avec l'agriculture. Oui, mais il faut d'abord installer les fondamentaux. L'agriculture, c'est encore au stade primaire, primitif. Les minéraux nous ont servi à quoi jusqu'ici? La seule fois où il y a eu une tentative, c'est avec la nationalisation de l'Union minière du Haut-Katanga. Il y a eu quand même quelques retombées à l'époque avec le maréchal Mobutu. Il y a eu quelques retombées et on a vu le Congo se développer de manière très extravertie. Au niveau industriel et autres, c'était de mauvais choix. Mais la rente minière, n'est-ce pas, quand elle est bien récupérée, elle peut aider à diversifier l'économie congolaise. L'agriculture en premier, puis l'industrie, c'est-à-dire l'agro-industrie, et puis l'industrie tout court. Parce que vous savez, même aujourd'hui, même les moyens qu'on a réussi, par exemple, à mobiliser en 2022, 2023 et peut-être 2024, on verra, ces moyens pouvaient être sincèrement affectés au secteur agricole. L'agriculture, aujourd'hui, elle a besoin de 2-3 milliards, au moins, comme secteur prioritaire. Parce que quand vous aurez développé l'agriculture, l'industrie viendra de soi. Parce que cette agriculture-là, à 3 milliards par an, elle va exiger des intras, des équipements, elle va exiger la formation donc à grande échelle des paysans, etc. Elle va exiger des routes de dessert agricoles, etc. Vous voyez, donc rien que par l'agriculture, on peut déclencher tous les développements du pays. Mais où va l'argent? Quand on prend 3 milliards, si on m'avait dit que on n'a pas donné à la guerre, mais on a donné dans le secteur agricole, j'allais un peu me taire. Je dis, ok, nous allons voir les effets. Il faudra des politiques claires. Quels sont les projets que l'on doit financer pour que l'agriculture soit développée? Ça, il y a un problème aussi à ce niveau-là. Parce que nous avons des programmes par-ci, par-là. Ouais, il y a un gros problème. Eric, je suis d'accord avec toi. Un gros problème. Parce que, d'abord, quelle est la politique agricole du pays? Où est-ce qu'elle est? Quand on dit que le PNSD est encore en élaboration, où est la politique agricole? C'est-à-dire, vous pouvez même dire, voilà, nous allons donner 1 milliard, 3 milliards. Mais pour faire quoi? Donc, au niveau des dirigeants, aucune vision, ni globale. Si la conférence doit changer quoi dans la perception de la gestion de la République par les autorités du pays? Parce que la conférence va dans chaque secteur et chaque thématique va proposer des solutions. Et ces solutions seront rassemblées par la réflexion de tous les Congolais, y compris ceux, je vous ai dit, ceux de la diaspora sont prévus, mais aussi les Congolais du village, ceux qui vivent le manque des routes de dessert agricoles. Ces gens-là, tout le monde donnera ses idées. Par exemple, dans les choix technologiques, c'est aussi un thème. Vous vous rappelez de fameuses maisons des militaires en préfabriqué, les fameux dossiers de 100 jours. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'époque? On pouvait faire des maisons avec, par exemple, les techniques qu'on utilise en Afrique de l'Ouest, les blocs de terre stabilisés. Ça nous aurait coûté beaucoup moins cher et on aurait construit des camps et des camps et des camps militaires. Non, on a commandé des préfabriqués qui venaient de je ne sais quel pays, la Turquie ou je ne sais quoi. Mais comment on peut réfléchir comme ça lorsqu'on a beaucoup de militaires à loger, lorsqu'on a des personnes à qui il faut donner du travail, parce que ces millions de maisons seront construites par des maçons congolais, etc., etc. Vous imaginez, moi je pleure pour le Nord Kivu, parce que c'est une province à laquelle je crois. Le Nord Kivu peut devenir une très grande puissance agro-industrielle, plus puissante même que la Suisse. Quand on nous prend ça, moi ça me fend les cœurs. Nous perdons beaucoup. Mais pour le moment, la contribution, le budget du Nord Kivu et Sud Kivu, c'est un peu moins de 20%. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on ne les booste pas, par exemple aujourd'hui, moi je dirais que la guerre, bien sûr il y a les velléités expansionnistes de Kagame, mais je dirais aussi que c'est les résultats d'un sous-développement qui fait pleurer. Au Nord Kivu, même les Sud, qui sont pourtant des régions qui auraient pu être donc en avant du développement. Je prends un exemple, le pain. Nous mangeons le pain. Est-ce que vous savez que le blé peut pousser au Nord Kivu et au Sud Kivu? Le blé là que nous importons de l'Ukraine, de la Russie ou des États-Unis, il peut pousser. Mais depuis 64 ans que les Belges nous avaient imposé de manger le pain, nous aimons bien le manger, n'est-ce pas? Alors que dans nos villages, les gens se réveillent le matin, ils mangent les foufous d'hier avec le pondou, c'est très bon. Les maniocs préparés, mis dans l'eau, etc. Nous avons d'autres choses pour manger le matin, etc. Nous avons accepté le pain. Mais le minimum aurait été quoi? On a même créé une minoterie, la minoterie de Matadi. Mais qui approvisionne comment? Le blé de l'Ukraine, le blé des États-Unis, etc. Mais vous imaginez la quantité de pain que nous mangeons, que si notre blé était produit au nord et au sud Kivu. Vous imaginez la richesse de nos paysans? Nous ne sommes que 200 000 payeurs d'impôts. Mais vous imaginez avec ça, on aurait des millions de payeurs d'impôts. Pourquoi on n'a pas cultivé à grande échelle et en donnant à nos paysans des terres, et en leur donnant des moyens pour pouvoir le faire
et en les enrichissant. Voyez un paysan qui produit sur 100 hectares de blé. C'est un paysan riche. Pour ce genre de choses-là, on a attendu quoi? Même si on voulait, par exemple, mélanger blé, maïs et tout ça. Qui nous condamne dans ce déficit de la production de maïs à 250 000, je crois, tonnes, au lieu d'être au moins à 1 million ou 2 millions, etc. Or, cela est possible. Cela est possible si on avait intégré sincèrement les paysans et surtout donné réellement la priorité au secteur agricole. Quelqu'un m'a dit non, mais vous savez, l'année dernière, on avait presque 1 milliard. Mais on a débloqué quoi? 1 ou 2%. Vous voyez, on donne en théorie parce qu'on réclame. Mais après, quand on commence maintenant à aller dans les dépenses, n'est-ce pas? C'est à peine peut-être qu'on arrive à... Pour l'agriculture. Pour l'agriculture, à 1 ou 2%. Mais les autres maintenant, ceux qui sont les détenteurs du pouvoir, leurs budgets sont toujours à 200% d'exécution. La mauvaise gouvernance, l'égoïsme des dirigeants. Et ce sont des dirigeants qu'on n'a plus envie de voir, c'est tout. Alors, professeur, vous avez dans votre TDR, terme de référence, précisé que cette conférence va aboutir à la production d'un livre blanc. Fixant des orientations, des réformes ambitieuses. Ouais. C'est quoi encore? Ça sera encore de la littérature, de la documentation qu'on va garder dans les tiroirs? Non. On ne peut pas les garder dans les tiroirs si les dirigeants sont prêts à les exploiter. Vous voyez le problème que nous avons, nos dirigeants. Quand vous avez un livre blanc, c'est un guide, c'est une référence. Pour ceux qui veulent faire des politiques économiques, ils n'auront pas de grands problèmes. Non, vous avez le point de vue de toute une population. Alors vous allez vous en inspirer. Ça sera chiffré, il faut chiffrer. Le livre blanc va donner des indications, mais les plans, puis après les budgets, vont chiffrer cela. Alors professeur, je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de l'ODEP. Alors ça la résumé moke na lingala pona baninga na biso ou baza kola na biso na lopoto tukoloba awate bozali ko sala réunion conférence nationale pona kotonga mboka. Conférence yango ekeseni na nini na ba conférence witi koleka wana oyo tozwi solution ata moko te nani akosala yango mosole kobuta wapi ekosalema ndenge nini conférence wana oyo lobi wana conférence ekozala une fois que mboka eza libéré ekozala conférence ya bakongolais yango ekobandela na bacollectivité locale ekokoma na baterritoire na baprovince et puis synthèse tokosala ngo na Kinshasa mpona nini parce que lelo moto oyo akoko yebisa moninga ke besoin na yo ezaboye ko imposer izate ba besoin ya peuple esika bazali lelo okenda na malueka na maluku n'importe où mutu famille na famille bazape ba ressentir ba besoin en tant que être vivant en tant que congolais bazo vivre un environnement moko biloko ya kosala les ali donc bazo ressentir ba besoin wana mais moyen ko lobango ezate ba kolobana nani parce que si tu remarques que les dirigeants dans biso balobaka peuple d'abord mais qui pas biso te donc c'est le moment justement pour que peuple oyo to karaté ba ya pe koloba biso pe awana un village na biso yo botalaka tozangi dispensaire tozangi ceci tozangi oyo même agriculture il faut na baout machette brouette etc puis quand tozana côté donc ça peut même nous permettre à terme de dire, mais si on doit faire plusieurs entreprises de production, des outils agricoles, etc., on va le faire à quelle échelle? Ou alors on a pour poto participation populaire dans le développement. Donc les clés, il y a réussite, il y a développement. Mais résultat, ni beaucoup solo la simanango développement est bandi balamoko. Il faut ba dirigeant à Mabé ou baza wana ba kendenan. Conférence ango ça le manaka ta bitumane za ina noa. n'a expliqué que tout ça la conférence inter-congolais. Ça veut dire qu'il faut que le peuple, les lots, n'est-ce pas, aille qu'on libère un peu de biso. Bango baza ba acteur important na Katiwana. Ndenge muza azaloba. Prenez-vous en charge, organisez-vous. C'est cela. Ce que tu oses espérer que ba impérialiste, oye batad simaya Kagame, bakoya ko aider biso. Ce sont des illusions. Tout ça que le bapete bitumweza na katamboka uti, ndenge bazo yi ba richesse na biso na est. Mais est-ce que kosa ndenge nini pote mais il faut pas bakende non mais peuple congolais a des moyens belés il y a que bakende mais le peuple a besoin d'être organisé mais c'est que cela na banguna ya biso bazana Kinshasa banguna basa libanda ou basa libanda d'abord ya Kinshasa
Oh, bazo diriger mboka, baza banguna ya ba Congolais. Nani azo yiba bango. Donc kolobaka Kagame te. Kagame aza résultat ya bango. Parce que lelo ndako nanga ndingi za boy, hein? Natika polele. Ba muya kota babimi etc. Okolobaka za faute ya muibi. Kagame aza muibi, za pona ba tuambuka na ya za nationaliste. Hein? Azo yiba pona kolesa bana na ye. Azo yiba pona ko construire Rwanda. Alors soko moni moyibi. Ganga, est-ce que c'est ça qu'on fait? Non. On a des dirigeants qui eux sont les premiers détourneurs, prédateurs. Mais 3 milliards, 800 millions, bah, parce qu'on a bitomba. Et que wapi? Les lots, bateau, bah, il y a 3 milliards, wana. Il faut bâtir na conseil de guerre. Mais pour ça, il faut des revendications populaires. Moi, j'ai dit à la population, si nous sommes 1 million dans la rue. Mal encadré, c'est le rôle maintenant de l'élite intellectuelle progressiste. Yako encadré bango. Tobima même 1 million na kati anzela. Bango na intérieur bako kima. Na ba oyo kuna bakoyo kabiso. Wapi awa journée ya deuil national. Jamais batikale ko appeler à un deuil national. Donc nous avons le devoir d'aller dans la rue et de dire trop c'est trop. Parce que toza en face de deux ennemis. D'abord l'ennemi intérieur qui ne font que piller, voler, détourner. Bon, il faut servir développement par exemple agricole, bino, bilanga, etc. Et de l'autre côté nous avons l'impérialisme avec Kagame. Bazo appuyer pour nabayi babiso. C'était là donc un petit résumé en lingala. Alors, professeur Florimond Mouteba, avec vous, nous allons suivre à présent le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité sont répartis comme suit. Un sac de riz de 25 kg coûte 78 000 francs. La mesurette ou copo est vendue à 2 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo des semoules coûte 2 500 francs, voire 3 500, c'est selon la qualité de la semoule. Le sac de 25 kg coûte 56 voire 66 000 francs congolais, c'est selon la marque. Un sac de cossette de manioc varie entre 150 et 300 000 francs. Les prix dépendent de la qualité des maniocs. Un seau de cossette de manioc coûte 22 voire 25 000 francs congolais. Les haricots sont vendus de la manière suivante. Une mesurette ou copeau des billes coûte 5 000 francs congolais. Les délavés sont à 4 500 francs congolais. Les haricots dénommés loufou coûtent 4 500 francs congolais pour une mesurette ou copeau. Les haricots dénommés milaï sont à 3 800 congolais la mesurette ou copeau. Une mesurette ou écolo de farine coûte 5 000 francs. Un sachet de sucre de 5 kg varie entre 18 et 20 000 francs. La mesurette ou copeau coûte 2 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres coûte 33 voire 34 000 francs congolais. Celui de 25 litres coûte 139 000 francs congolais. Une bouteille de 30 centilitres coûte 2 500 francs congolais. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 23 000 francs congolais. Les vivres frais sont vendus de cette manière. 1 kg de cuisse de poulet est à 7 500 francs congolais. Celui des gésiers coûte 8 500. Celui de la viande de bœuf coûte 20 000 francs, voire 22 000 francs congolais. Un poulet appelé communément poulet nu coûte 10, 11, 12, 13 000 francs congolais, c'est selon le poids. Un carton de poisson salé coûte 184 000 francs le kilo et à 22 000 francs congolais. Une botte d'oseille coûte 1 000 francs. Une botte de feuilles de manioc coûte 5 000 francs congolais. Une botte des épinards coûte 2 500 voire 3 000 francs. Une botte des amarantes est à 1000 voire 2 000 francs congolais. Une chikwang bateke coûte 1000, 1500 voire 2000 francs congolais selon la grandeur de la chikwang. Un tas de safou coûte 1000, 2000, 3000 voire 5000 francs congolais. Celui de mangoustan coûte également 1000, 2000, 3000 ou 5000 francs. Un ananas varie entre 3000 et 20 000 francs. Une pastèque varie entre 8000 et plus de 20 000 francs congolais. Un pain coûte 500 francs congolais depuis des années. Un tas de piments est vendu à partir de 500 francs congolais. Un oignon est vendu à partir de 200 francs. Une gousse d'ail est vendue à partir de 150 francs congolais. Un tas de gombo coûte 1000 francs. Un tas de fumbwa coûte 2000 francs congolais. Merci Béro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine. Professeur, rapidement quelques questions avant de nous séparer. Aujourd'hui, vous émettez sur la même longueur d'onde que le gouvernement. Mais je demande qu'ils partent. Oui, mais vous n'avez pas entendu? Oui, mais vous soutenez les actions du gouvernement aujourd'hui. Aucune action. Moi, ce que je soutiens, c'est mon pays. Je considère que eux, pour leurs raisons, ils en ont contre Kagame, etc. Moi aussi, je suis contre Kagame. Mais je dis, je suis aussi contre eux. Oui, mais c'est eux qui doivent organiser le cadre, organiser la conférence dont vous devez parler. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous savez, eux, ils sont dans un désordre. Ils vont organiser quel cadre? L'ODEP, aujourd'hui, a un peu oublié ses rapports au profit de ce qui se passe à l'est du pays.
nous avons condamné la décision de la Cour de cassation de libérer l'homme d'affaires Mike. Donc, deuxièmement, nous avons aussi, toujours avec d'autres organisations, publié le rapport de l'ARMP sur les marchés des forages et des lampadaires. Et récemment, nous avons encore réagi contre la fameuse décision du Conseil supérieur de la magistrature qui menace. Vous étiez mis un peu en retrait à un moment donné lorsque vous avez été attaqué en justice par l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Vous vous êtes retiré un tout petit peu. Ça a duré quoi, une semaine, le temps de un peu de répit. Divorce avec l'IGF parce que l'IGF n'incarne plus le combat que vous menez, vous. Non, c'est-à-dire, voilà, sur le plan technique, vous vous rappelez que j'ai demandé au président de la République, j'ai demandé que la patrouille financière soit rétablie. C'était dans l'intérêt de l'IGF. Donc, sur le plan technique, je ne peux pas ignorer les combats courageux de Jules Alingueté et de l'IGF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je peux aujourd'hui défendre sur le plan technique, n'est-ce pas, le travail de l'UDF, je le ferai. Mais je ne voudrais pas que ça prenne l'allure d'un soutien à Félix Tshisekedi, qui est le patron de l'IGF. Je ne le soutiens pas. Mais avant l'IGF était toujours à la présidence, vous la souteniez. Aujourd'hui, ça change. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que lui-même, qui prétendait appuyer l'IGF, a commencé à les détruire. Prenons la patrouille financière. C'est cette patrouille qui a permis d'arriver à 9 milliards de dollars pour la mobilisation. Moi, en tant qu'ODEP, je ne pouvais pas ne pas soutenir ça. Mais aujourd'hui, la patrouille financière a été réactivée. Vous êtes donc satisfait? Les êtres humains commettent toujours des erreurs. Mais quand il y a une chose qui est bien, il faut savoir l'appuyer. Donc, nous avons fait en 2022 et 2023 9 milliards 800 millions de dollars. Nous sommes partis de 4 à 9 grâce aux patrouilles financières au travail de l'IGF. Vous voyez, là, le président soutenait encore l'IGF. Ensuite, il a créé une direction à l'ANER pour s'aborder le travail de l'IGF. Est-ce que moi, je peux soutenir ce président-là? Mais ça participe aussi à un contrôle accru de la gestion des finances publiques. Une direction au sein de l'ANR pour suivre de près la situation économique. L'IGF à côté, ce n'est pas mauvais, monsieur Mouteba. Eric, un ANR, la sécurité, à mon avis, c'est sa première mission. Vous savez combien touche un agent de l'ANR? Donc l'ANR elle-même, elle est donc maltraitée par le pouvoir. Vous prenez maintenant une autre direction, plus sensible, vous allez leur donner. Et pour qu'ils le fassent comment? Ces services doivent être supprimés et qu'on laisse l'IGF faire son travail tranquillement. Les moyens qu'on donne à ces services doivent aller à l'IGF et à la Cour des comptes. Si on met de côté cette direction, vous allez reprendre votre liaison avec l'IGF. Mais je peux vous dire que je n'ai pas vraiment rompu ma liaison sur le plan technique. Je viens de le répéter. Sur le plan technique, ce qui est fait par l'IGF, des bons qu'il fait, en matière de finances publiques, j'appuie. Sinon, c'est une contradiction. Politiquement, je peux dire qu'à l'époque, l'appui à l'IGF était un tout petit peu un appui aussi au pouvoir. Ce que j'avais fait c'était une pression. Monsieur Florimond Mouteba, on parle aujourd'hui du gouvernement d'union nationale. Si vous êtes consulté, parce qu'on a dit société civile, opposition, si vous êtes consulté pour y participer, vous direz non. Vous direz oui ou non? Non. La société civile est pleine de gens, n'est-ce pas? Qu'il aille prendre. Parce qu'il n'a pas montré qu'on pouvait collaborer. Mais il n'a pas besoin de Mouteba. Le peuple congolais me voit comment? Le peuple congolais me voit comme un résistant à la mauvaise gouvernance. C'est pas seulement un résistant à la guerre. Je suis un résistant à la mauvaise gouvernance. Mais quand on dit aujourd'hui il faut qu'on se mette ensemble pour vaincre l'ennemi, vous voulez diviser les Congolais? Moi, Mouteba à gauche contre Félix Tshisekedi? Non. Écoutez. Même quand on veut être ensemble, il y a des bases, il y a un minimum. Des conditions que moi je pourrais lui poser, je ne pense pas qu'il pourra les accepter. Parce que bon... Quelles conditions? Il y en a beaucoup. Comment il va... Parce que je pourrais lui dire, par exemple, débarrasse-toi de tel, est-ce qu'il le fera? Est-ce qu'il acceptera ces conditions? Parce que moi je ne peux pas venir travailler avec des gens que j'ai combattus. Parce qu'ils étaient des ennemis du Congo. Moi je suis un résistant. Pas seulement contre la guerre, mais résistant contre la mauvaise gouvernance. Surtout d'ailleurs, la mauvaise gouvernance. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'ODEP, observateur de la dépense publique. Professeur, merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. Merci beaucoup, Eric. Merci à Miguel Ménal, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook. Jeudi Économie avec Eric Kambago. À très bientôt.